Bonjour Michel Salov-Coste. Vous êtes directeur de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants, qui a été créé en commun par l'Université catholique de Lille et celle de Lyon. Tout à fait. Bonjour Patrick. Bonjour. Je souhaiterais simplement, déjà, que vous nous disiez un petit peu comment est né cet institut. Alors, il est né d'une rencontre, en fait. D'une rencontre entre un projet que je menais depuis longtemps, qui était d'essayer de trouver un endroit où je puisse cristalliser un peu les 30 ans de recherche que j'ai fait sur l'innovation. Et comme j'étais pas loin de la retraite, je trouvais que c'était intéressant de faire un peu la somme de l'ensemble de ces travaux que j'avais fait dans différents contextes. Alors j'avais étudié d'ailleurs ce projet avec une des plus prestigieuses universités au monde qui était Stanford. On a été allé très loin dans l'élaboration d'une chaire. On avait même trouvé un financement, etc. Et puis finalement, au dernier moment, comme parfois ça arrive, le financement, le sponsor a changé d'idée. C'était un des plus grands groupes au monde dans le domaine de l'informatique. Il a changé et pour des raisons de logistique, il a préféré faire ça à la côte est, et donc notre projet à Stanford. Et ils ont finalement développé un projet un peu similaire, mais au MIT, où là j'avais moins de contacts avec, et ils ont fait ça avec un autre chercheur. Donc je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau, et à ce moment-là j'ai rencontré, quelques années après, parce qu'il y a eu une traversée du désert, comme dans les contes de fées, une période de errance et de trou, parce que je me voyais vieillir à grande vitesse, et je ne voyais pas venir rien qui permette cette cristallisation. Et finalement, j'ai rencontré Pierre Giorgini. Voilà. Et ça a été une rencontre extraordinaire, parce que le projet porté par l'Université catholique de Lille rencontrait complètement le projet que je portais sur le fait d'étudier l'innovation dans le monde entier et de cristalliser le réseau que j'avais créé au fil des années autour de cette thématique de l'innovation. Effectivement. Donc Pierre Giorgini, c'est quelqu'un qui est passionné par l'innovation. C'est le président-recteur de l'Université catholique de Lille. Il a été chez Orange. D'ailleurs, il m'avait connu parce qu'à un moment donné, je travaillais avec Orange, avec la recherche de Orange. D'accord. Oui. Et donc, maintenant, ça fait 1 an que cet institut a été créé. On pourrait dire, quelle est sa raison d'être profonde alors, au sein de l'université? Alors, je crois qu'il y a 2 aspects. Quelle est sa raison d'être profonde, tout court? C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'il vient faire aujourd'hui, sur cette petite planète bleue, qu'est-ce que vient faire l'Institut? Bon, je crois que... et puis après, ce qu'il vient faire dans l'université. Ce qu'il vient faire sur Terre, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une période de transformation absolument extraordinaire. Sur les 3 millions de l'histoire de l'humanité, si vous prenez ces 3 millions, il y a plus d'êtres humains aujourd'hui sur la planète que toute l'histoire humaine en a porté. Et il y a plus de connaissances créées en une année que toute l'histoire de l'humanité. Donc il y a une dynamique aujourd'hui exponentielle, absolument incroyable, des connaissances, même si c'est pas... et d'ailleurs, c'est la preuve de ça, même si, par contre, on bute sur les limites de la planète. Hein. Il y a une explosion exponentielle des connaissances qui ouvre des possibilités infinies, mais tout de même dans une planète limitée. Voilà, c'est ça. Et là on se retrouve devant un moment historique absolument fascinant, jamais vu, puisque c'est presque ces 3 millions d'années d'histoire de la transformation humaine pour devenir un sapiens. On est soi-disant des hommes de savoir, des animaux de savoir, en fait. Eh bien, aujourd'hui, on vit un point d'orgue, puisque soit on va disparaître, soit on va se transformer radicalement, puisque au fond, tous les outils qu'on a utilisés pour se développer jusqu'à aujourd'hui, s'ils ont trouvé un impact positif dans le passé, aujourd'hui, d'une certaine manière, se retournent contre nous à travers un certain nombre d'effets pervers, le réchauffement climatique. On pourrait dire en fait, du coup, que peut-être que tous les outils que nous avions jusqu'à maintenant étaient implicitement bâtis sur l'idée ou la croyance que la Terre avait des réserves infinies, des possibilités infinies.
Par exemple, la pollution, ça suppose par derrière que la nature est capable de tout métaboliser sans jamais avoir aucun problème. Et là, on se rend compte tout d'un coup qu'on bute sur des limites, donc des capacités finies de la Terre et de la nature, ou bien la question des ressources naturelles, c'est du même ordre. Et du coup, tout ce que nous avions imaginé jusqu'ici risque de ne plus marcher, c'est ça ? Parce que nous butons aux conditions, aux limites que nous n'avions pas intégrées dans notre innovation. Oui, et puis si vous voulez, on est en face d'une sorte de paradoxe incroyable, c'est que si on considère que les libellules ont des ailes, on pourrait dire que, si on considère que les libellules sont un animal qui a des belles ailes et des ailes disproportionnées même par rapport à son corps, ce qui lui donne des caractéristiques tout à fait particulières, on pourrait dire que l'homme, c'est un animal qui est tout de même un organe disproportionné par rapport aux autres animaux, par rapport au poids et tout ça, c'est son cerveau. Et ce cerveau a mis beaucoup de temps à s'exprimer, mais aujourd'hui, on est une espèce qui avons colonisé la Terre. Et c'est pour ça qu'on parle de ce terme tout à fait nouveau Anthropocène. Anthropocène, voilà. Et même, il vient d'y avoir une magnifique exposition au Deutsche Museum, le plus grand musée allemand, sur cette nouvelle ère de la planète. Voilà. Donc pour en revenir à la question de l'innovation, finalement, il s'agit aujourd'hui d'innover, mais sur un tout autre paradigme, qui est un paradigme, au fond, qui prendrait en compte le caractère fini de notre monde. Voilà, si vous voulez, il y a deux aspects que je trouve fascinants aujourd'hui. C'est que, si vous voulez, bon, l'innovation d'abord a toujours été importante, c'est le propre de l'homme, mais aujourd'hui, on voit bien que l'innovation est ce qui drive l'ensemble de l'économie, parce que si vous n'avez pas d'innovation, bah, vous n'avez pas de valeur ajoutée, et vous ne vendez plus vos produits, parce que les produits deviennent obsolètes très très vite, parce que le monde évolue très très vite, etc. Et ça, c'est toute l'histoire de l'évolution humaine qui nous amène à cette explosion exponentielle de l'innovation, où si vous n'innovez pas, bah, vous n'arrivez plus à suivre le courant, l'évolution. Vous êtes obsolète, vous êtes... Bon, ce qui est en même temps un monde très compétitif, c'est le cas de le dire. Hein. Mais en plus, s'il s'agissait juste de faire ça dans ce contexte-là, on serait dans l'accélération exponentielle de l'innovation. C'est ce qu'il nous semble avoir à affronter. Mais en fait, on est affronté à quelque chose de beaucoup plus radical que ça, beaucoup plus innovant, puisqu'on est en face d'une rupture totale avec toutes les manières dont on a innové jusque-là. Il va falloir innover d'une manière complètement différente. Et si vous voulez, je pense qu'on est pour la première fois en face de devoir faire, au niveau à l'échelle de l'humanité tout entière, une innovation de rupture ou disparaître. Tout ça parce que nous sommes affrontés à des limites auxquelles nous n'étions pas préparés à nous heurter. Et du fait de notre réussite aussi. Oui, parce que vous voyez ce que je veux dire, il ne faut pas non plus... Non, mais la réussite nous amène on pourrait dire presque que notre réussite fait que nous avons maintenant des effets sur la planète Terre qui sont comparables aux dimensions de la planète elle-même. Voilà. Donc du coup, on ne peut plus tenir pour négligeables les effets de l'homme sur ce système. Et donc, pour répondre à la question de l'Institut, c'est d'explorer comment, d'une part, l'innovation se développe dans les endroits les plus chauds de la planète, aussi bien au niveau upper ground, c'est-à-dire les endroits qui sont acceptés par l'establishment, mais middle ground, c'est-à-dire des endroits intermédiaires, mais aussi underground, c'est-à-dire des choses qui se font de manière cachée, non médiatisée, des lieux d'innovation, disons, différents. C'est-à-dire, donc, quand vous parlez d'innovation, ce n'est pas forcément uniquement l'innovation technique, ça peut être de l'innovation sociale aussi. Voilà, ce n'est pas simplement l'innovation scientifique, c'est aussi l'innovation artistique, mais aussi l'innovation spirituelle. Dans ce sens-là, je célèbre la remarquable encyclique du pape, qui est elle-même extraordinairement innovante. Bon, donc, il y a ce type d'innovation au cœur même des institutions, en quelque sorte, et ça, c'est un très bon cas. Mais il y a aussi des innovations qui se font dans la rue, qui se font par une personne qui ouvre une petite échoppe d'une manière inattendue. Et ça, c'est aussi très, très intéressant, parce que là, il y a des signaux faibles, parfois extrêmement passionnants. Alors, donc là, il y a toute une, je dirais, au niveau du travail de l'Institut, donc il y aurait toute cette dimension un peu repérage et sur l'innovation
Voilà, scientifique, artistique, spirituel, mais aussi technique, sociale et écologique. Voilà, c'est vraiment global. Et en même temps, l'Institut veut être aussi en lien avec les entreprises. Tout à fait. Alors, quel service veut-il apporter aux entreprises? Alors, les entreprises, évidemment, c'est un exemple de ce que nous voulons faire un peu dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on veut mélanger les disciplines et on veut mélanger les styles, en quelque sorte, ou les approches. C'est-à-dire qu'on veut motiver en interne, dans les universités, des académiques, mais on veut aussi motiver des gens dans les entreprises. Et s'articuler avec eux. Alors évidemment, c'est un peu difficile, parce que si vous voulez, par exemple, on a fait un atelier de co-design avec les entreprises. Nous, on est un peu des anciens, au sens avec des personnes avec un certain nombre d'expériences, parce que pour s'intéresser à l'interdisciplinaire, tout ça, il faut avoir un long cheminement. Bon, et puis on s'intéresse au long terme, et puis on s'intéresse au futur. Bon, les entreprises, elles s'intéressent aux jeunes, parce que c'est leurs futurs employés, au très court terme, parce que c'est leur prochain trimestre qui compte, et puis au local, parce que c'est avec le local que très souvent elles font des affaires où c'est le local qui les concerne le plus, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc si vous voulez, il y a une tension. Il y a une espèce de hiatus presque. Voilà, il y a presque une hiatus, mais en même temps c'est fertile. Parce que... et alors, elles nous ont dit tout de même aussi, nous on est intéressés par le long terme, on est intéressés par le global, on est intéressés par le regard de personnes expérimentées, bien sûr, mais on est aussi intéressés par le jeune, par le local, par le court terme. Donc on articule ces deux dimensions. L'articuler, donc travaillant un peu plus sur le futur, votre pari, c'est que finalement, votre travail sur le futur peut éclairer le court terme. Oui, alors il y a de toute façon, si vous voulez, une chose qu'il ne faut pas se faire d'illusions et qui est très spécifique à notre époque, c'est qu'aujourd'hui, rater le long terme, c'est rater tout. C'est aller dans le mur. C'est aller dans le mur. D'accord. Voilà. C'est tout donc très nouveau. C'est-à-dire que pour la première fois, nous avons un impératif du futur, un impératif de la prospective, un impératif de la future génération. Sinon, tout ce qu'on fait actuellement à court terme débouchera finalement sur la mort de l'humanité. Alors à quoi sert de réussir à court terme si Donc en fait, pour le dire de manière un peu plus provocatrice, le travail de l'Institut, c'est tout le contraire que d'apporter aux entreprises un service qui leur permettrait de faire toujours mieux dans la même direction. On pourrait dire que l'Institut, c'est un peu ça. C'est tout sauf ça. C'est un rôle que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je pense Pierre aussi, c'est de déranger tout le monde. Voilà. Parce qu'on vient déranger les académiques, on vient déranger les entreprises, on vient déranger les politiques, on vient déranger tout le monde. On est vraiment des gens extrêmement dérangeants. C'est pas facile d'arriver à convaincre les gens qu'ils ont besoin de gens qui les dérangent. Ah voilà, c'est ça. C'est ça le paradoxe. Vous avez touché le point G. Si on peut dire. Eh bien... Merci. Merci Michel. Nous allons continuer peut-être tout à l'heure. En tout cas, merci pour ce premier point.